Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le Sénat examine aujourd'hui un texte visant à renforcer le régime des catastrophes naturelles. Alors que les événements climatiques sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents, il s'agit notamment de renforcer les droits des assurés et le montant des indemnisations. On va en parler avec le sénateur Les Républicains de la Meurthe-et-Moselle, Jean-François Husson. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Interview avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Et puis toute la semaine, vous le savez, nous sommes dans les Vosges. Nous nous intéressons à l'économie de la neige. Aujourd'hui, direction notamment la station de Guechenay. Elle a fermé l'année dernière et elle va rouvrir sous l'impulsion d'un nouveau propriétaire. Et puis enfin, dans le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu, on parlera des municipales à 2 mois, jour pour jour, du premier tour. Nous verrons quels sont les enjeux pour les différents partis, entre ceux qui jouent leur survie, ceux qui veulent une implantation locale et ceux qui veulent affirmer leur rôle d'opposant. On débattra de tout ça. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mercredi 15 janvier. Édouard Philippe pense que la conférence de financement réunissant les partenaires sociaux proposera une mesure d'âge. Je ne vois pas comment, sinon on pourrait arriver à l'équilibre financier en 2027. Déclaration faite hier lors des questions d'actualité au gouvernement. Alors que la grève se poursuit, le gouvernement se réunira aujourd'hui en séminaire gouvernemental pour parler des réformes à venir. Ségolène Royal démise de ses fonctions d'ambassadrice des pôles, fonction bénévole pour laquelle Emmanuel Macron l'avait nommée il y a 2 ans. Elle a confirmé elle-même l'information sur les réseaux sociaux, limogeage qui intervient après les critiques de Ségolène Royal sur les choix politiques du gouvernement. Et puis le distributeur nordiste Auchan annonce la suppression de 517 emplois nets dans le cadre d'un projet de réorganisation. Des suppressions qui ne concernent pas les magasins mais des postes au siège du groupe. Et on débute donc avec le sénateur du jour élu de la Meurthe-et-Moselle qui siège dans le groupe Les Républicains. Bonjour Jean-François Husson. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler des propositions de loi qui vous intéressent tout particulièrement. Dans un instant, elles concernent l'écologie, mais d'abord bien sûr cette réforme des retraites qui continue d'agiter l'actualité. La grève se poursuit. Est-ce que Édouard Philippe a eu raison de suspendre l'âge pivot du texte pour apaiser les tensions et ramener un peu le calme? Bon, d'abord, je veux dire que en amont même de cette décision, qui de toute façon qu'on pressentait, je dirais même durant les fêtes de fin d'année, il y a un vrai sujet. Vouloir réformer les retraites, avoir 2 ans de débat, puis un retrait du ministre en charge du dossier qui paraissait être le super monsieur retraite, pose un premier souci. Le deuxième, c'est les conditions dans lesquelles ce débat autour de l'enjeu des retraites. L'enjeu des retraites, il n'est pas anodin. En fait, c'est interroger le pacte social qui unit et réunit les Français depuis leur plus jeune âge, pendant leur vie active et à l'issue de cette vie active. Et je crois qu'il y a un vrai sujet. Il y aura forcément un sujet autour de l'âge, mais le sujet aujourd'hui pour le Parlement, Édouard Philippe finalement change de pied, ouvre une conférence de financement logique, puisque derrière tout ça, il y a un coût. On ne peut pas laisser filer les déficits, laisser filer la dette et continuer de faire peser sur les générations de demain le poids de ces engagements. Et donc, le souci, c'est comment le Parlement va pouvoir travailler sur ce texte à l'Assemblée puis au Sénat, alors même que les partenaires sociaux vont travailler sur le financement. Enfin, c'est juste ubuesque. Et pour vous, c'est un souci. Christian Jacob, qui est le patron de votre parti, un patron des Républicains, dit ce matin dans le Figaro qu'il y a un mépris du Parlement. Vous êtes d'accord avec ces termes? Jusqu'à preuve du contraire, je confirme. On ne peut pas, je dirais, retirer un des enjeux majeurs, qui est en plus une des fonctions du Parlement. Donc, moi, j'invite... Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Il faut reporter l'examen de ce texte au Parlement en attendant la fin de la conférence de financement? La logique, ce serait effectivement celle-là, d'avoir d'abord un travail des partenaires sociaux, c'est les corps intermédiaires, ils sont dans leur rôle, mais il faut mettre les séquences, on ne met pas la charrue avant les bœufs, donc un premier temps avec les partenaires sociaux, une copie rendue, et ensuite le travail du Parlement, l'Assemblée nationale, puis le Sénat. En plus, on nous propose une procédure accélérée. Mais elle n'est pas accélérée, c'est... Accélérée, c'est une seule lecture par chambre. Une seule lecture. Il faudrait prendre plus de temps de discussion au Parlement. Mais c'est un enjeu majeur. C'est une réforme d'une ampleur exceptionnelle. Elle va d'ailleurs interroger la question
du travail dans la vie, de la longévité, et vous verrez que va s'entremêler également, on l'avait vu dans le projet de loi Pacte, la loi portée par Bruno Le Maire, on va voir aussi le sujet de la dépendance, puisque c'est bien l'allongement de la durée de vie, les conditions de financement de la retraite et les conditions de la fin de vie, avec peut-être des solutions nouvelles à imaginer. Honnêtement, c'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions quand on voit qu'on est sur un système qui sort de la Seconde Guerre mondiale. Sur le fond de cette réforme, est-ce que pour vous, une réforme où il n'y a pas d'âge pivot ou d'âge d'équilibre, ce n'est pas une vraie réforme des retraites? Moi, je pense qu'il y a un sujet sur les conditions d'équilibre. Et les conditions d'équilibre, qu'on le veuille ou non, poseront la question de la durée pendant laquelle il faut cotiser, et donc de l'âge de la retraite. Et la contrepartie d'un âge qui pourrait reculer, mais ça, il y a un vrai travail, c'est de regarder, de travailler sur les conditions de pénibilité de certains métiers, et notamment dans la durée de vie, parce que on n'est plus aujourd'hui dans des carrières où vous faites toute votre vie ou quasiment dans les mêmes métiers, uniquement des métiers pénibles. Il peut y avoir des séquences, il peut y avoir des interruptions, mais il faut adapter le système de prise en compte des retraites, des droits pour chacun. Vous êtes convaincu que cet âge pivot il reviendra d'une manière ou d'une autre dans le texte? Oui, je crois. Vous savez, il ne faut pas tourner autour du pot. Moi, je pense qu'il y a la vérité, la clarté, le travail, je dirais, avec les partenaires sociaux. Il est logique, il est indispensable, parce que là aussi, c'est une condition de notre pacte social. Puis, le Parlement, avec les deux chambres, dans des fonctions, je dirais, complémentaires, avec des histoires différentes. Je crois que c'est un débat qui peut donner l'occasion de se refaire confiance, mais pour ça, il faut travailler à livre vraiment ouvert. Un mot sur un autre sujet, c'est Ségolène Royal qui va être démise de ses fonctions d'ambassadrice des pôles, démise parce qu'elle critique trop ouvertement la politique du gouvernement. Qu'est-ce que c'est, un limogeage politique? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ségolène Royal, c'est un peu une météorite, donc elle est singulière, voilà, elle a un vrai talent, mais c'est aussi quelqu'un qui ne boude pas son plaisir de donner des coups de griffe régulièrement dans l'actualité, de s'imposer au risque parfois, il suffit de le voir, l'épisode des bonnets rouges, c'est quand même Ségolène Royal qui a baissé la garde tout de suite, alors que le Parlement avait voté à l'unanimité quasiment l'écotaxe. Donc, à un moment donné, c'est une fonction où elle aurait dû s'abstenir. Il y a une réserve quand on occupe cette fonction d'ambassadrice des pôles ou pas? Je pense qu'il y a une forme de réserve, puis il y a une forme de loyauté par rapport à la fonction pour laquelle vous avez été nommé et que vous avez donc accepté. Et j'ose même dire, je pense que Ségolène Royal, avec la capacité, les qualités qui sont les siennes, aurait même dû faire bien davantage pour ce sujet, autour du réchauffement climatique, dans ces lieux où il se passe beaucoup de choses. Ça, c'est un enjeu. On n'a pas fait suffisamment pour l'écologie à la place où elle était. Je pense qu'elle a été beaucoup plus silencieuse que de porter le sujet. L'écologie, justement, c'est un sujet qui occupe en ce moment Emmanuel Macron. Il était devant la Convention citoyenne pour le climat vendredi. Est-ce que l'écologie, pour lui, c'est un moyen de faire oublier cette réforme des retraites? Il faut qu'il change de pied, effectivement. D'abord, cette Convention citoyenne, normalement, elle devait rendre ses conclusions au mois de janvier. Donc, vous voyez, on arrive facilement, le président de la République, il double le temps de travail. Ça ne me pose pas de souci, mais je veux dire, il faut d'abord le rappeler. En plus, je pense qu'il est en phase de conversion des enjeux écologiques. Absence complète au présidentiel dans la campagne de ces sujets-là. Une forme de mépris sur l'écologie pour avoir attiré l'attention sur les enjeux de la taxe carbone qu'ils ont voulu accélérer brutalement une fois pour toutes pour le quinquennat. J'avais expliqué qu'on aurait un deuxième épisode des bonnets rouges. Nous avons eu les gilets jaunes. Mais la solution, je vais vous le dire, la situation n'est pas fini pour une raison simple. Aujourd'hui, le prix des carburants est supérieur à celui d'il y a un an avec l'épisode des gilets jaunes. Donc nous devons travailler à apporter des réponses sur ce sujet d'une économie décarbonée. Et pour ça, il faut avoir un travail avec tous les partenaires. Qui est la Convention citoyenne? Mais enfin, honnêtement, on a quand même aussi des institutions. Vous avez des élus dans les territoires, dans les communes, dans les départements, dans les régions dont c'est la compétence, qui travaillent sur ces sujets, qui prennent des initiatives. Et on nous dit qu'il pourrait y avoir un texte de loi consécutivement à la Convention citoyenne. Là aussi, où est la recherche de l'équilibre? Je pense qu'il faut inventer de nouvelles formes, je dirais, de débat public, de participation. Mais enfin, les partenaires sociaux d'un côté,
les élus de l'autre et le Parlement surtout méritent une autre considération. Nous avons une légitimité et nous avons toujours démontré la capacité d'être à la fois responsable et en avance sur ces sujets. Emmanuel Macron qui parle même d'un référendum sur les conclusions de cette convention citoyenne. Pour vous, ce serait une bonne idée? Vous savez, le référendum, sous la Ve République, il faut le manier avec prudence. Je crois qu'il faut, là encore, la politique a besoin de retrouver de l'épaisseur et du sérieux, faute de quoi nous sommes, je dirais, de plus en plus dans un climat de défiance, voire de dégoût. On va passer à l'actualité écologique qui concerne le Sénat. Hier, examen d'une proposition de loi sur les barrières écologiques de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Si vous voulez, le phénomène était assez simple. Aujourd'hui, je prends la taxe carbone. Dans les pays de l'Union européenne, 5 pays seulement ont mis en place une taxe carbone. Nous parlons d'une Europe unie, parlons d'une seule voix. Premier sujet, harmoniser les fiscalités autour de la décarbonation et donc de la taxe carbone. Deuxième sujet, lorsque l'on regarde aujourd'hui les produits importés dans nos pays, dans nos économies, pour plus de 50%, je dirais l'empreinte carbone vient de l'extérieur du périmètre de l'Europe. Alors on ne va pas jouer chacun pour soi, un pays contre l'autre. L'idée, c'est de redonner corps à une ambition européenne qui est notre avenir. Moi, j'en suis convaincu. Mais pour ça, il faut travailler à l'échelle des 28. On harmonise la fiscalité et on fait en sorte d'avoir finalement, par cette barrière écologique, une taxation sur le sujet de l'empreinte carbone, puisque l'empreinte carbone, on est bien d'accord, c'est un enjeu planétaire. Et donc, nous ne pouvons pas avoir des acteurs économiques et des citoyens français qui acquittent une contribution pour remédier au problème et laisser venir impunément des produits, venir en concurrence, tuer certaines de nos entreprises, nous perdons des emplois. L'écologie aujourd'hui, si on veut gagner la partie, il faut qu'elle soit conjuguée. Donc mettre en place ce qu'on appelle une taxe carbone aux frontières. Mais bien sûr. Pour vous, c'est la solution. C'est un des éléments de la solution. Vous savez, il faut être humble, il faut avoir l'ambition. On a besoin d'abord de se mettre d'accord entre nous. Et il faut regarder, parce que vous avez les conditions de production. Souvenez-vous, quand il était question d'une TVA sociale, il y a une dizaine d'années, c'était en 2007, au soir du premier tour de l'élection présidentielle, dans une annonce faite par Jean-Louis Borloo. Ça avait coûté quelques sièges à l'époque, à peu près 70 à la majorité à l'Assemblée de Nicolas Sarkozy. Conditions de travail des salariés à travers le monde et empreinte carbone. Nous ne pouvons pas rester dans une forme de déni, du chacun pour soi, égoïste, en disant on attend que les autres démarrent. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Là, on voit que la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait de l'écologie sa priorité. Elle a présenté son fameux pacte vert. L'Union européenne agit, mais est-ce qu'elle agit trop tard? De toute façon, on ne va pas pleurer sur le lait renversé. Il est aujourd'hui important, et je dirais là encore, urgent d'agir. Réchauffement climatique, pollution. On voit aujourd'hui divers phénomènes qui démontrent, je dirais, de la nécessité de corriger, de changer les modèles. L'écologie doit être une mine d'opportunités pour l'économie. On regarde, il faut travailler différemment. Et je peux vous dire, des exemples, y compris dans nos territoires, on en voit beaucoup. C'est ces exemples-là sur lesquels il faut s'appuyer. C'est une économie donc qui restera une économie industrielle, mais verte. Il y a un verdissement, ce qu'on appelle l'économie circulaire. Arrêtons de gaspiller des ressources. De certains déchets, faisons des ressources, réutilisons. Vous savez, les experts, les scientifiques sont capables de faire beaucoup de choses. Par contre, parfois, le point d'équilibre économique qui permet d'être concurrentiel n'est pas atteint. C'est là où les États, c'est là où l'Europe peut et doit aider. Et pour ça, il faut des grands programmes d'investissement d'avenir. Alors, il y a un autre texte sur l'écologie sur lequel vous allez travailler. Il sera examiné aujourd'hui. C'est un texte qui vise à réformer le régime des catastrophes naturelles. Est-ce que, face à la multiplication des événements climatiques, et qui sont de plus en plus violents, notamment en France, est-ce que ce régime n'est pas prêt? Il faut l'adapter aussi bien pour les assureurs que pour les communes? Alors, ce régime, il est plutôt très intéressant. Il est en avance. Aujourd'hui, par contre, on est à la croisée des chemins. On a 2 ou 3 sujets. Le premier, c'est le manque de transparence sur le fonctionnement de la commission interministérielle qui vous attribue ou non la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Et là, c'est quasiment pile ou face. Pile, c'est-à-dire vous avez gagné. Face, c'est mort et pour longtemps. Le fonctionnement n'est pas suffisamment transparent, la composition est complexe
et il n'y a pas de recours. Eh bien, sur tous ces sujets, à travers la proposition de loi d'initiative parlementaire et sénatoriale, à l'issue de la mission d'information de Nicole Bonnefoy et de Michel Vaspart, a fait ces propositions. Il y a un deuxième sujet, c'est le fonds Barnier, c'est-à-dire un fonds de prévention des risques naturels pour éviter justement d'aggraver, pour corriger, pour prévenir certains phénomènes de catastrophes naturelles. Ce fonds a été plafonné, alors qu'on a plus de 200 millions d'euros, a été plafonné en 2018 par le nouveau gouvernement à 137 millions d'euros. On va proposer de déplafonner sensiblement ce fonds parce qu'il y a de vrais besoins. Et dans le fonctionnement, il faut vraiment que tout le monde aujourd'hui se mobilise. Enfin, on proposera qu'il y ait un crédit d'impôt pour les particuliers, pour leur permettre aussi d'effectuer des travaux et d'avoir des avantages, un peu, si vous voulez, c'est comme le crédit d'impôt transition énergétique. On essaie à la fois de la solidarité nationale avec l'État et une part pour les particuliers, aidés néanmoins par l'État. Et on suivra donc l'examen de ce texte aujourd'hui dans l'hémicycle. On va continuer à parler du Sénat, mais on va parler de son président qui présentait hier ses vœux aux parlementaires. On en parle avec Fanny Conquis. Bonjour Fanny. Bonjour Oriane, bonjour Jean-François Husson. Bonjour. Et Gérard Larcher, le président du Sénat, présentait donc hier ses vœux aux parlementaires. Oui, effectivement, Oriane, dernier vœu avant les élections sénatoriales de septembre prochain. Un discours en présence notamment du Premier ministre Édouard Philippe et du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. Alors on se souvient, la semaine dernière, pour sa conférence de presse devant les journalistes, on avait vu un Gérard Larcher très politique, très critique vis-à-vis du gouvernement. Hier, pour ses vœux aux sénateurs, le discours était beaucoup plus sobre. Il était dans son rôle de rassembleur, de chef de l'institution. Gérard Larcher a tout d'abord présenté un bilan de l'année au Sénat. Retour tout d'abord sur la loi engagement et proximité, un des textes majeurs votés l'année dernière au Sénat. Un texte, je vous le rappelle, qui fait évoluer le statut des maires. Gérard Larcher a d'ailleurs rappelé que le débat sur ce projet de loi est né d'une mission sénatoriale au départ suivi de la loi NOTRe en 2015. Le président du Sénat a également souligné le rôle constructif de la Haute Assemblée à majorité de droite avec ses chiffres. Vous allez le voir. En 2018-2019, 76% des textes, 3/4 des textes tout de même, ont été adoptés après accord entre les deux assemblées. 42% par la navette parlementaire et 24% après un accord en commission mixte paritaire. Gérard Larcher a également évoqué l'évolution de l'institution et sa modernisation, notamment à travers la mise en place d'une plateforme permettant le dépôt et le soutien de pétitions en ligne. Une plateforme qui sera prochainement ouverte au public et qui pourrait permettre d'aboutir à l'élaboration de propositions de loi. On en parlera d'ailleurs sûrement dans une prochaine chronique. Exactement. Après le bilan du Sénat, évidemment, Gérard Larcher a parlé de l'état de la France et de ses fractures. L'occasion de faire l'éloge de la proximité, bien sûr, à travers les élus et les corps intermédiaires. Gérard Larcher a évidemment fait référence également à la réforme des retraites en cours. Selon lui, le débat parlementaire peut permettre de trouver des solutions, mais à certaines conditions. Écoutez. Débat parlementaire peut permettre, s'il est articulé avec la conférence de financement, de trouver les solutions, mais il faut quelques conditions. Et je le dis, Monsieur le Premier ministre, devant vous, de la manière la plus positive qui soit. Avoir le temps nécessaire pour débattre, disposer de tous les éléments d'appréciation sur les conséquences budgétaires et les modalités de l'équilibre financier. Alors, sur ces conditions évoquées à l'instant par Gérard Larcher, je vous propose d'écouter la réponse du ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau. Il était au micro de Steve, notre collègue, hier, après cette conférence de presse. Il y a du temps à la fois pour le temps du débat parlementaire et puis on est sur une procédure et un objectif de vote du texte d'ici la fin de la session parlementaire au tournant du mois de juin et du mois de juillet. Il me semble que c'est un temps tout à fait raisonnable, qui est le pas de temps habituel, si je peux dire, pour un texte de cette ampleur, avec un temps assez long qui est prévu en séance, pour que les parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat puissent se saisir de la question, nourris qu'ils seront par ailleurs sur un certain volet de la réforme de l'issue de la conférence du financement. Alors, le président du Sénat a terminé son discours avec un mot des enjeux extérieurs, de politique extérieure, l'engagement militaire au Sahel, notamment les enjeux de réchauffement climatique, mais aussi le rôle majeur de l'Europe. Un discours donc axé notamment sur les territoires, le rôle des parlementaires et du bicamérisme. Gérard Larcher a conclu son intervention notamment avec ces mots. Le Sénat continuera à être un contre-pouvoir sans lequel aucune démocratie ne peut exister. Merci beaucoup Fanny. On a vu Gérard Larcher très offensif ces derniers jours. Jean-François
Jean-François Husson, est-ce que c'est à l'image des relations tendues entre le Sénat et l'exécutif ? Il est sûr que le Sénat, depuis 2017, est aujourd'hui manifestement en première ligne. Il suffit de voir le nombre, d'apparitions, de prises de parole dans la presse, dans les médias, du président du Sénat notamment, mais pas seulement. En fait, est-ce que ça ne démontre pas une chose ? Finalement, une espèce de fracture qui est survenue dans l'été 2017. Une France qui se confie à celui qui a fait une forme de strike dans le paysage politique. Il l'a dit lui-même, entrée par effraction dans le cadre de la présidentielle, une majorité absolue à l'Assemblée dès le premier tour, quelques annonces faites dans l'été et un Sénat qui ferme la porte, c'est-à-dire les grands électeurs qui ne donnent que 21 représentants de La République En Marche. Moi, j'ai le sentiment que dans cette image des deux France, il faut corriger les excès. Ça veut dire que évidemment, on voit bien que l'image, du nombre de sénateurs n'est pas à l'image de l'état du pays, mais peut-être également que l'image du nombre de députés n'est pas à l'image du pays d'aujourd'hui. Et donc, notre responsabilité à nous, parlementaires, c'est de faire en sorte d'être des contributeurs, des correcteurs. Ce que Gérard Larcher a rappelé hier, il faut réparer les fractures. Il ne faut pas les constater, il ne faut surtout pas mettre d'huile sur le feu. Il faut au contraire travailler, s'attacher. Et qui peut-être mieux que le Sénat, chambre des territoires pour le faire. Moi, je pense qu'on soit des villes ou des campagnes, il y a beaucoup à faire, mais pour ça, il faut être entendu. Il faut un vrai dialogue. Allez, justement, on parlait de ces territoires. On va s'y rendre. Vous le savez, tous les jours, on se rend dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Poitiers, retrouver nos partenaires de la Nouvelle République. Bonjour Baptiste Bise. Bonjour Aurélien. Merci d'être avec nous, responsable départemental de la rédaction de la Nouvelle République. Alors aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler de Poitiers, ni de la région Poitou, mais vous nous emmenez très loin. Vous nous emmenez en Australie, puisqu'une jeune femme originaire de votre région est allée sauver les koalas en Australie. Exactement, c'est vrai que pour un quotidien régional, c'est pas banal, mais aujourd'hui on ne parle pas du Poitou, mais de l'Australie. Les feux de brousse et de forêt qui continuent de faire rage affectent des milliards d'animaux là-bas, et de beaux élans de solidarité voient le jour chez nous, dans le Poitou. Donc, en der des éditions de la Nouvelle République, vous lirez ce matin le témoignage d'une jeune femme dont la famille vit à Châtellerault, dans la Vienne. Aline est bénévole depuis 6 ans dans un centre de soins pour koalas en Nouvelle-Galles du Sud, et elle lance un appel à l'aide dans nos colonnes. Infirmière de profession, Aline s'est confiée à Anthony Flock de notre rédaction de Châtellerault. Elle nous parle de ce refuge géré par l'association Friends of the Koala, les amis des koalas, qui accueille une trentaine de koalas blessés. Une fois guéris, les animaux sont relâchés dans leur forêt, du moins quand c'est possible, car ce petit marsupial, nous apprend-on, est un animal très fragile. Sur les 5000 koalas recueillis par le centre en 30 ans, seulement 1300 ont pu être réintroduits dans leur milieu naturel. Les autres n'ont pas survécu ou ont dû être euthanasiés. Alors pour faire face à cet afflux de petits pensionnaires, Aline lance un appel aux dons pour aider son centre. Elle s'y engage, chaque dollar comptera et aidera à faire avancer la cause des koalas. Allez, on va continuer à parler de l'Australie, on va parler des kangourous cette fois, mais on va revenir dans votre région, on va parler d'un autre élan de solidarité, dans une manufacture de lingerie de la Vienne cette fois-ci. Oui, plus précisément dans la petite ville de Chauvigny, tout près de Poitiers, où la manufacture de lingerie Indiscrète fabrique et collecte des poches ventrales de substitution en tissu pour sauver les bébés kangourous orphelins. Alors, l'opération est partie d'une boutique de Sydney qui s'appelle Little Dandelion, les petits pissenlits, qui a invité tous les fans de couture à confectionner des poches en tissu pour les petits kangourous éjectés des poches de leur maman quand elles prennent la fuite pour échapper aux incendies. Journaliste à Chauvigny, à la Nouvelle République et Centre Presse, Delphine Léger nous raconte comment l'appel a été relayé dans une maison de couture en ligne de Toulouse pour arriver jusqu'à une employée d'Indiscrète à Chauvigny. La co-gérante de la manufacture a tout de suite décidé de participer à l'opération. Des dizaines de poches ont été fabriquées pour être envoyées en Australie. Attention, pas n'importe lesquelles, elles sont en lin et en coton, dans chacun des 8 formats imposés, et sans couture intérieure pour recueillir dans les meilleures conditions les petits orphelins. Ces poches peuvent aussi être tricotées. Indiscrète a donc mis en place un point de collecte pour les personnes qui voudraient participer. Vous trouverez toutes les instructions sur le site internet de la manufacture si vous voulez vous mettre au tricot, et toutes les références dans les éditions de la Nouvelle République et de Centre Presse ce matin. Eh bien, merci beaucoup Baptiste. On va regarder la une de votre journal, bien sûr, la une de la Nouvelle République. Aujourd'hui, médecins hospitaliers, la grève des factures, c'est à la une de votre journal. Et puis également cette mobilisation des enseignants dans la Vienne. Merci Baptiste Bise d'avoir été avec nous ce matin en direct. On va traverser la France, Jean-François Husson. On va passer du Poitou à votre département de la Meurthe-et-Moselle. On va regarder votre revue de presse avec Fanny Conquis.
Rebonjour Fanny. Rebonjour. Et on commence avec Ici, c'est Nancy. Oui, avec ce site Ici Nancy, on parle de la taxe Airbnb qui est collectée depuis juillet 2018, qui est collectée par Airbnb. Combien elle a rapporté l'année dernière? Eh bien, regardez, pour l'année 2019, ce sont 58 millions d'euros qui ont donc été versés aux communes. Et quand on regarde dans le détail, dans la région Grand Est, eh bien, Airbnb a versé plus de 2 millions d'euros. Regardez le trio de tête: Strasbourg Métropole, 620 000 euros, Colmar, 200 000 euros et Reims, 170 000 euros qui ont été collectés grâce à Airbnb. Et puis en Meurthe-et-Moselle, à Nancy, eh bien, c'est 70 000 euros, loin du trio de tête régional. Et dans l'Est républicain, une figure de la région de Nancy. Oui, justement, on reste à Nancy et on parle d'André Rossineau qui a présenté ses derniers vœux hier à 80 ans. Il a donc passé 31 années à la tête donc de la ville de Nancy, 50 ans de vie municipale. Hier, c'était donc ses derniers vœux. Un mot de réaction peut-être, Jean-François Husson, sur cette figure, bien sûr, de la vie nancéenne et même de la vie politique nationale. Je pense que c'est... il y a une pointe finalement d'émotion, d'admiration, parce que c'est un parcours exceptionnel d'un homme qui a enjambé les siècles, 20e, 21e, 50 ans d'engagement, dont chacun reconnaît en tous les cas l'implication, le travail H24. Et je dirais, le plus important peut-être, c'est de mettre ça dans une perspective historique. Jamais depuis la Révolution, à Nancy, un personnage n'avait, je dirais, autant et aussi longtemps et aussi durablement animé, dirigé la ville et aujourd'hui la métropole. Donc, chapeau l'artiste. Et on va continuer à parler de Nancy, bien sûr, de l'Est républicain, les municipales à Nancy, Fanny. Oui, effectivement, on reste à Nancy et les municipales, c'est dans 2 mois exactement, avec cette photo de ce duel annoncé. Laurent Hénart à droite, Mathieu Klein pour le candidat de gauche. On les voit donc côte à côte sur cette photo. On rappelle qu'ils se sont déjà affrontés à 2 reprises. C'était aux législatives en 2007, puis aux municipales déjà en 2014. C'est Laurent Hénart qui a remporté les 2 élections à l'issue de scrutins serrés. C'est ce que nous rappelle l'Est républicain. Pour cette élection, le maire sortant mise sur de larges soutiens qui vont de La République En Marche au LR. Il fait cependant face à une liste de droite dissidente. De son côté, Mathieu Klein, lui, compte jouer sur l'alternance, le besoin d'alternance après 40 années à droite à Nancy. Merci beaucoup, Fanny. Vous soutenez la liste de Laurent Hénart. Ça serait une élection compliquée? Vous savez, une élection, d'abord, elle n'est jamais acquise, elle n'est jamais gagnée d'avance. Et j'ai pour habitude de dire que si on pense que c'est gagné, raison de plus pour faire campagne. Donc, je pense qu'il faut repartir à la fois fort de son bilan, mais en ayant un nouveau projet. Et ce nouveau projet doit s'inscrire dans une nouvelle étape, dans un nouveau temps. On vient de parler d'André Rossineau, c'est pas banal. Je dirais tout passer par le regard, la patte, cette espèce de génie politique d'André Rossineau. Aujourd'hui, il nous appartient collectivement, autour à Nancy de Laurent Hénart, et de se dire il faut faire jamais 203. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-François Husson, d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Elle est avec nous. On parlera bien sûr de la réforme des retraites, mais aussi de Ségolène Royal, de Carlos Ghosn et de l'attractivité industrielle de la France. Mais d'abord, on va regarder un extrait d'Allons plus loin. Hier, Rebecca Fitoussi a abordé la question des violences policières. On va écouter le sénateur socialiste Bernard Jomier. Oui, Bernard Jomier, Jean-Luc Mélenchon parlait il y a quelque temps d'une police devenue milice gouvernementale. Vous partagez son avis ? Non, moi, je ne reprendrai pas cette expression. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que depuis un peu plus d'1 an, il y a eu un changement de doctrine porté par le gouvernement de maintien de l'ordre qui a produit beaucoup d'actes de violence. Des violences policières ? Oui, bien sûr. On les a vus encore récemment. Et moi, je me félicite que le gouvernement décide enfin, semble-t-il, de réagir et d'annoncer des mesures pour mettre fin à cet enchaînement qui n'est bon pour personne, qui évidemment est très choquant pour des Français qui souvent manifestent pacifiquement et peuvent être victimes d'actes violents de la part des forces de l'ordre, ni pour les forces de l'ordre qui ne vivent pas de façon sereine, évidemment, cette situation de violence avec la population. Vous êtes médecin de formation, vous demandez l'interdiction du LBD, le lanceur de balles de défense ? Alors là-dessus, sur ce point plus spécifique, un certain nombre de collègues ont lancé une pétition
et un cri d'alarme parce que les blessures occasionnées par ce type d'armes sont des blessures qui sont graves, qui défigurent de façon définitive des manifestants. Et je crois qu'il n'est pas raisonnable d'utiliser pour le maintien de l'ordre des armes qui causent autant de dégâts. De plus, encore une fois, ce changement de doctrine a fait que l'usage de ces armes est devenu fréquent, trop fréquent et disproportionné. Au moins 3 agents de police sont morts, se sont donné la mort depuis le début de l'année. Le ras-le-bol des policiers, ça explique aussi ces dérapages selon vous? Ce que je disais, c'est-à-dire que cette situation, elle n'est pas bonne pour notre population, elle n'est pas bonne pour les forces de l'ordre non plus. C'est un métier qui est difficile, le métier de policier, c'est un métier qui exige beaucoup de sang-froid, beaucoup de dévouement, et il faut respecter les forces de l'ordre. Et respecter les forces de l'ordre, ce n'est pas les mettre dans des situations de violence vis-à-vis de la population ou de manifestants. Et je crois que le ministre de l'Intérieur, avec ses propos, peut-être il finit par ouvrir les yeux sur ce qu'est la situation depuis maintenant plus d'1 an, et peut-être il va prendre des mesures, c'est en tout cas ce que je souhaite. Merci Bernard Gemier d'avoir répondu à mes questions. Et l'invité politique ce matin, c'est Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Marianne. Bonjour Madame la ministre. Bonjour Christelle. On va commencer par cette information sur Ségolène Royal, qui va être démise de ses fonctions d'ambassadrice des pôles. Ségolène Royal qui a trop critiqué la politique du gouvernement. Elle avait été nommée par Emmanuel Macron. C'est un limogeage politique? Non, vous savez, quand vous êtes fonctionnaire, et elle a une fonction de fonctionnaire, le devoir de réserve est un des premiers éléments de la fiche de poste. Donc je crois qu'on l'attendait sur une prise de position. Oui, tout à fait, c'est ambassadrice. On l'attendait sur ses prises de position sur les enjeux des pôles, les difficultés de négociation éventuellement, ses frustrations, ses projets, ses réalisations. On l'a beaucoup entendu parler d'autres choses. Donc je pense qu'il y a un hiatus entre ce qu'elle souhaite faire et ce poste d'ambassadeur des pôles. Est-ce que ce n'était pas une erreur de la nommer à ce poste-là quand on connaît sa liberté de ton sur tous les sujets? Ségolène Royal, elle a beaucoup d'expérience politique, mais également administrative, donc elle connaît ses règles du jeu. Lorsqu'elle a accepté ce poste, ce que nous voulions faire, c'est avoir une personnalité qui a un rayonnement politique important pour porter un sujet et mettre de la force dans les négociations qu'on peut avoir. Et comme vous le savez, d'autres personnalités politiques fortes ont assumé ces responsabilités-là et avec beaucoup de succès. Autre sujet d'actualité, c'est la direction d'Auchan qui a annoncé hier, Auchan distributeur nordiste, qui a annoncé hier la suppression de plus de 500 emplois nets, un plan de départ volontaire au siège dans le cadre d'un projet de réorganisation du groupe. Ce n'est pas la première fois que Auchan supprime des emplois. Est-ce que vous êtes inquiet par ce type de décision ? Je crois que ce type de décision appelle 2 types de réponses. La première réponse, c'est ce sur quoi nous travaillons, c'est d'être très clair avec l'entreprise qui prend la décision que le dialogue social doit être entretenu de manière telle que les conditions de départ des personnes sont satisfaisantes. Et dans des plans sociaux antérieurs, Auchan a plutôt été un employeur responsable et nous souhaitons qu'il soit un employeur responsable parce que, quelles que soient les circonstances, pour les salariés, ce sont des situations difficiles à vivre et il faut s'intéresser immédiatement à leur rebond professionnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le commerce aujourd'hui, et en particulier tout ce qui est hypermarché, fait face à une crise profonde, une crise de consommation. C'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, nous sommes en train de changer nos habitudes de consommation et que ça rétroagit de manière brutale sur la fréquentation des magasins, sur leur capacité à attirer de nouveaux clients. Donc, nous sommes dans une transformation profonde du métier du commerce et de la grande distribution, chez Carrefour, chez Auchan, chez d'autres groupes. Cette transformation, il faut l'accompagner pour qu'on conserve une présence sur les territoires, une présence physique. Je ne suis pas sûre qu'on ait tous envie d'avoir que des plateformes en ligne pour commander. Et là aussi, c'est un accompagnement que nous devons être capables de faire avec une vision un peu plus long terme, un peu plus construite, pour avoir à la fois le bénéfice du numérique,
c'est-à-dire cette capacité à pouvoir commander quand on est chez soi, mais également la présence physique, les emplois physiques et des conditions de concurrence qui soient loyales entre ces plateformes physiques et les plateformes digitales. Et d'ailleurs, je fais un lien avec la taxation sur les services numériques. C'est bien pour ça que c'est très important de remettre cet équilibre entre physique et digital, parce qu'aujourd'hui, vous avez 14 points de différence de taxation. 14 points, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Auchan gagnerait beaucoup d'argent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez qu'ils perdent de l'argent. Vous parlez d'employeurs responsables. Est-ce que ça veut dire que Bercy va être extrêmement vigilant, va accompagner cet employeur pour vous assurer que les conditions de départ soient respectables? Alors, le dialogue sur un plan social, c'est un dialogue entre les organisations syndicales et l'entreprise. Il faut savoir que dans 80% des cas, ça se passe très bien, sans que Bercy ait à intervenir. Donc nous intervenons lorsque nous avons des alertes, en règle générale venant des représentants du personnel, qu'il y a un déni ou qu'il y a une mauvaise qualité de dialogue social. Et c'est pas le cas chez Auchan? Ou c'est le cas chez Auchan? Écoutez, à ce stade, j'ai aucune raison de penser qu'il y aura une difficulté. On va passer à un autre sujet, la réforme des retraites. Il y a un séminaire gouvernemental aujourd'hui, à l'issue du Conseil des ministres, pour parler des réformes en général. Est-ce que la réforme des retraites, elle est en train de paralyser l'action réformatrice du gouvernement? Écoutez, je ne le crois pas. Moi, je continue à avoir une activité au Parlement qui est assez soutenue, donc c'est un instrument de mesure. Un certain nombre de projets de loi ont dû être décalés. D'une semaine. De 2 semaines. Je pense qu'on est aujourd'hui dans un rythme de réforme qui ne diminue pas, et c'est le projet que nous portons. Et au-delà des réformes que nous portons au niveau du Parlement, ce qui est très important, c'est la façon dont nous déclinons l'action sur le terrain. Lorsque Muriel Pénicaud a porté le projet de réforme sur l'avenir professionnel, c'est maintenant que ça joue dans la déclinaison sur le terrain et dans le fait que les entreprises se saisissent de ce projet, le mettent en œuvre en proposant des formations qui sont plus adaptées à leurs besoins de compétences. Vous savez qu'il y a aujourd'hui à peu près 200 000 postes ouverts qui ne trouvent pas de candidats. Grâce à la réforme sur la formation professionnelle, les entreprises peuvent elles-mêmes construire des parcours de formation professionnelle et du coup attirer des candidats qui pourront prendre les postes. C'est ça aussi la déclinaison. Passer un projet de loi, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'action publique. L'alpha et l'oméga de l'action publique, c'est quand le Français, chez lui, quand l'entreprise, dans son activité, voit une différence. Et c'est l'enjeu aujourd'hui que nous avons de déclinaison au plus près du terrain de nos actions. Alors si ça n'a pas paralysé l'activité parlementaire, ça a un peu paralysé le pays pendant un mois. Et Édouard Philippe, ce week-end, a annoncé... Ça a paralysé essentiellement Paris. Il faut se prémunir de l'effet de myopie des Parisiens qui sont beaucoup dans les médias. Tous les provinciaux qui avaient besoin de prendre le train pour se rendre sur leur lieu de vacances, de travail, ont été... Sur leur lieu de vacances, j'ai le sentiment que ça s'est très bien passé pour avoir été anciennement dans les loisirs et avoir quelques idées des chiffres, par exemple. Pour rejoindre leur famille à Noël, en revanche, mais pour se rendre sur leur lieu de travail tous les matins. Encore une fois, moi je le vis avec les commerçants, les artisans, je suis à leur contact très régulièrement. Les chiffres entre Paris et la province sont très différents. Est-ce que vous avez des chiffres précis ? Des chiffres macro, non. Des chiffres micro, oui. C'est-à-dire, je peux vous dire que dans le tourisme, enfin plutôt, dans la restauration parisienne centre-ville, on a effectivement des établissements qui ont des pertes de l'ordre de 50% de chiffre d'affaires à l'abord des gares. Depuis le 5 décembre. Et des grandes enseignes qui vous disent « J'avais fait mon année au 5 décembre et patatras, les 3 dernières semaines ont effacé le bénéfice que j'ai fait sur toute l'année. » Donc il y a une pression, mais elle est beaucoup sur Paris et sur des métiers précis, c'est-à-dire les métiers où vous ne rattrapez pas le chiffre d'affaires. Nuitée d'hôtel, vous ne pouvez pas faire 2 nuitées d'hôtel le même jour. Restauration, pareil. Traiteur, notamment pour des événements. Salle de spectacle, effectivement. Plus les lieux de commerce qui sont en proximité des gares ou liés à des flux naturels de travail, où là, effectivement, si vous n'avez pas les flux, vous n'avez plus l'activité. Donc un vrai impact sur ces commerçants, notamment dans l'hôtellerie, dans la restauration. Macroéconomiquement, c'est beaucoup plus dilué, et difficile à apprécier. Qu'est-ce que vous allez faire à Bercy pour aider ces commerçants ? Mais nous faisons depuis 2 mois des choses, puisque depuis le début du mouvement social, nous avons un suivi très en proximité avec les fédérations de commerçants, d'artisans et les chambres consulaires. Nous avons
devant un numéro unique où les commerçants et les artisans peuvent déclencher un plan d'accompagnement, report de charges fiscales. Ça a été très compliqué à mettre en place lors du mouvement des Gilets jaunes, cet accompagnement. Est-ce que c'est plus simple cette fois-ci ? Alors, ça n'a pas été compliqué à mettre en place. Ce qui a été difficile, c'est d'avoir le relais au plus près du terrain. Oui. Et aujourd'hui, parce qu'on a travaillé sur le sujet des Gilets jaunes, moi j'ai des associations qui sont au plus près du terrain, qui ont le bénéfice de toute l'information. Les chambres consulaires ont été mobilisées aussi de manière plus précise, en proximité du terrain. Et comme il y a une forme quand même de concentration des difficultés sur certains quartiers, c'est aussi plus facile d'accompagner que lorsque vous avez plein de petits foyers différents et qui ont des problèmes différents, des problèmes de blocage, des problèmes de violence le samedi, donc c'est pas exactement les mêmes impacts sur l'activité. Donc oui, aujourd'hui ça se met en place. Moi je constate qu'aujourd'hui les commerçants et les artisans recourent encore assez peu à ces dispositifs. Et on a eu le même phénomène l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène, je finis le mois de décembre. Je me concentre sur la réussite de mon chiffre d'affaires de fin d'année, sur l'organisation de mon activité pour faire venir les salariés, parce que ce qui est différent par rapport à l'année dernière, c'est que les gens qui travaillent dans ces commerçants et ces artisans mettent 2 heures pour venir. Et je veux leur dire, je pense qu'on est très conscient de ces difficultés et je veux les remercier de continuer à venir au travail parce que là, on a vraiment l'incarnation de ce qu'est la valeur travail chez les indépendants et chez leurs salariés. Donc ça, c'est le mois de décembre. On a aujourd'hui au niveau du chômage partiel un peu plus de 500 entreprises qui ont déclenché des demandes d'aide. Moi, je dis aux commerçants et aux artisans, c'est très simple. Décrochez votre téléphone, nous sommes là pour vous accompagner. Il ne serait pas acceptable qu'un commerçant dépose le bilan parce que des faits qui ne sont pas dépendants de sa volonté ont bloqué ou ont diminué leur fréquentation. Alors, on a compris pour ces chiffres, pas de chiffre plus général sur un éventuel impact sur la croissance française de ces grèves ? Non, je vous l'ai dit très clairement, vous avez des effets de compensation. D'abord, la baguette de pain que vous n'achetez pas chez le boulanger proche de votre travail parce que vous êtes en télétravail, vous allez l'acheter au boulanger qui est au coin de votre rue. Vous pensez qu'il n'y aura pas d'impact sur la croissance, à ce qu'on pense ? À ce que nous voyons aujourd'hui, l'impact devrait être modéré, et moi j'attends la confirmation par des chiffres macro. L'année dernière, souvenez-vous, on était entre 0,1 et 0,2% de croissance du PIB, mais pas au-delà. On voit que le mouvement décroît aujourd'hui. C'est principalement dû à l'annonce du Premier ministre sur l'âge pivot qui va être étudié dans un second temps. Pourquoi ne pas avoir fait cette annonce il y a un mois, le 11 décembre, au moment du discours devant le CESE, ce qui aurait peut-être épargné un mouvement qui s'est un peu éternisé ? Je crois qu'il faut éviter de refaire le match parce que on post-rationalise beaucoup les événements en disant l'histoire aurait pu se passer d'une façon différente. Je ne le crois pas. Je crois qu'il était nécessaire de prendre nos responsabilités au niveau du gouvernement, ce que nous avons fait, de ne pas éviter l'éléphant qui était dans la pièce. L'éléphant qui était dans la pièce, c'est que le système de retraite aujourd'hui n'est pas correctement financé. C'est pas nous qui le disons, c'est le Conseil d'orientation des retraites, qui est l'expert dont le travail consiste à chaque année évaluer le financement du système de retraite. Et ce que ça veut dire qu'il n'est pas financé, dans un système de retraite où c'est des Français jeunes qui travaillent, qui financent des Français retraités, ça veut dire qu'en fait, vous créez une dette pour les plus jeunes. Ça veut dire que ma fille, qui n'a pas encore commencé à travailler, qui a 17 ans, est en train de se mettre dans une situation où sa retraite n'est pas garantie et par ailleurs, elle devra payer pour la mienne. Donc ça, c'est inacceptable. C'est un mensonge qui est dans la pièce. Et c'est pour ça que nous avons voulu adresser cette situation en disant on ne peut pas dire nous faisons une refonte complète du système de retraite pour l'adapter à la façon de travailler du XXIe siècle, aux mobilités, au fait qu'on change d'employeur, au fait qu'on change d'emploi, ce qui est très important, au rétablissement d'un certain nombre de règles du jeu, d'équité, puisque ce que nous voulons, c'est que pour le même travail et les mêmes cotisations et la même retraite, que vous soyez employé par la RATP, par la Régie autonome de Marseille ou par une autre société de transport. Donc ça paraît logique. Et puis la troisième chose, c'est qu'on voulait corriger un certain nombre d'inéquités pour les agriculteurs
pour les femmes qui aujourd'hui, 20% des femmes travaillent jusqu'à 67 ans. C'est incroyable. Donc ça, c'était très clair. Mais l'éléphant dans la pièce, c'est l'équilibre. Vous cédez juste à la demande de Laurent Berger qui souhaitait délier les deux négociations. Et donc finalement, on se dit on a perdu un mois pour aborder cette question. Je ne crois pas qu'on ait perdu un mois, parce que cette question, tout le monde en a pris la mesure. Tout le monde en a pris la mesure. Faire une réforme où vous dites, voilà ce qu'est la réforme des retraites. Et par ailleurs, s'agissant du financement, on renvoie à un temps qui n'est pas défini. Ça veut dire que d'emblée, vous dites que les jeunes n'ont pas de garantie que leur retraite va être financée. Parce que c'est ça que ça veut dire, hein. N'ont pas de garantie que leur retraite va être financée. Et par ailleurs, si je peux aller jusqu'au bout, et par ailleurs, vous n'abordez pas, vous faites une réforme structurelle, mais pour nous, quoi. Donc vous laissez tomber la moitié de la population. Et comme toujours, les plus jeunes. Vous savez qu'en France, la question de niveau de pauvreté des plus jeunes est quand même une vraie question. Donc, c'est pas acceptable. Donc, oui, on met le sujet au milieu de la pièce et on assume des responsabilités. Et ce qu'on a dit, et on l'a toujours dit de manière très nette, c'est notre opinion, notre conviction à nous, c'est que l'âge pivot est le meilleur système parce qu'on ne va pas diminuer le niveau des retraites. Je pense que personne n'est pour. Nous pensons qu'augmenter les cotisations, c'est une façon de recréer du chômage. Et je veux dire, l'automaticité, elle est quasi immédiate. Le coût du travail en France, lorsqu'on n'est pas à proximité du SMIC, mais au-delà du 2 fois le SMIC, il est massivement supérieur à d'autres pays. Il est 40% supérieur à l'Espagne dans l'industrie. Il faut quand même être conscient de ça. Donc pour vous, c'est sur la durée de travail que ça sur nous, ça va après, jouer. les paramètres, c'est la durée de travail, effectivement. Donc on va en revenir à l'âge pivot. Moi, j'ai entendu d'autres dirigeants dire la durée de travail, ça se joue à différents niveaux. C'est le travail sur l'année, le travail sur la vie, le travail, quand est-ce qu'on rentre dans le travail, quand est-ce qu'on en sort. Et justement, ça pose la question du travail des seniors. Hier, le gouvernement a reçu un rapport sur ce travail des seniors. Entre 55 et 64 ans, le taux d'emploi est seulement d'un peu plus de 50%. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la réalité du marché du travail qu'on constate et la volonté du gouvernement d'inciter les Français à travailler toujours plus ? Mais ce n'est pas la réalité du marché du travail qu'il faut adresser. C'est nos modes de management. Moi, j'ai dirigé une entreprise et effectivement, le travail des seniors est un sujet important. Mais il y a une forme parfois de paradoxe à dire on peine à recruter des gens qui ont les compétences et l'expérience professionnelle et par ailleurs, lorsque vous avez 54 ans, 55 ans, 56 ans, il est si difficile de retrouver un travail parce que l'entreprise ne mise pas, n'investit pas en se disant ça va durer trop peu de temps. Alors, déjà, si ça dure un peu plus longtemps, vous avez plus d'intérêt à investir. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut organiser des sorties ou des aménagements dans la carrière des seniors qui ne soient pas 0-1. Tu travailles plus. Mais qui soient peut-être du temps partiel, peut-être des formes d'accompagnement et de mentoring. Moi, je l'ai fait dans mon entreprise, des gens qui avaient des compétences fortes, où la dernière année, on leur a dit, en fait, tu arrêtes de travailler sur ton poste, mais tu vas tourner sur les compétences du groupe qui sont dans ta verticale technique et tu vas leur passer ton savoir. Parce que toi, tu as 40 ans d'expérience professionnelle et c'est irremplaçable. C'était l'idée du contrat de génération de François Hollande, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas très bien fonctionné. Comment est-ce qu'on peut faire pour influer les comportements de ces entreprises, justement, et faire en sorte que les seniors retrouvent une employabilité correcte ? Alors, première chose, si vous voulez traiter un sujet, mettez-le sur la table. Il faut le rendre visible. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Deuxième chose, encore une fois, il ne suffit pas de poser un projet de loi ou de prendre une décision, d'annoncer un plan. Il faut être dans l'exécution. Je crois que c'est aussi un des marqueurs de ce gouvernement, de ne pas être simplement à dire « j'ai passé le texte de loi et maintenant le travail est fait », mais de s'assurer qu'il y a une déclinaison sur le terrain, d'accompagner cette déclinaison sur le terrain. Pour vous donner un exemple, moi dans le cadre du pacte productif, je discutais avec le patron de France Industrie sur un pacte, c'est du donnant-donnant, sur les engagements des entreprises. Et je lui ai indiqué, mais au fond, on serait en attente d'engagement sur le travail des seniors.
Parce que c'est vous aussi, en tant qu'entreprise, qui avez des choses à faire. C'est vous, les employeurs, c'est vous qui pouvez dessiner les contours d'évolution dans la manière de faire travailler les personnes qui ont plus de 55 ans, qui donneront de la valeur à un travail qui durerait plus longtemps. Et je crois aussi qu'il faut travailler sur la pénibilité. Aujourd'hui, sur la pénibilité, il y a eu des grandes évolutions qui ont été faites, c'est-à-dire les conditions de travail dans les années 2020 ne sont pas les conditions de travail dans les années 70, donc l'impact sur la fatigue, les troubles musculo-squelettiques sont en diminution, mais on doit continuer. Sur la pénibilité, justement, en 2017, un projet de loi a retiré 4 critères de ces critères de pénibilité. Est-ce que vous allez les rétablir et puis pourquoi les avoir retirés Alors ça, je peux vous dire, tel qu'était conçu le projet de loi, moi je l'ai regardé puisque, encore une fois, j'étais dirigeante d'entreprise à ce moment-là. Mesurer l'exposition d'une personne sur une machine qui vibre. Combien d'heures? Vous êtes avec un chronomètre tous les jours? Combien d'heures la machine vibre? Combien de temps il est au froid? Donc je prends l'exemple des dameurs, parce que c'est exactement ça. Ce n'était absolument pas opérationnel. Donc ces 4 critères ne vont pas être réintégrés dans la loi? C'est pas le sujet. Le sujet de la pénibilité, c'est de savoir, vous avez 2 manières de l'approcher. Soit vous êtes avec un chronomètre derrière chaque travailleur et vous n'êtes incapable de gérer la mobilité d'un emploi à l'autre, une trajectoire dans une entreprise et vous créez une usine à gaz qui n'est pas très effective. Soit vous l'abordez sous un autre sujet, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir des troubles musculo-squelettiques à 60 ans. Et pour ne pas avoir des troubles musculo-squelettiques, il faut adapter les machines, il faut travailler sur des exosquelettes, il faut travailler sur les postures. Et ça, c'est une vraie discipline. Il nous reste peu de temps, on va quand même terminer par une bonne nouvelle, puisqu'on va parler de l'attractivité industrielle de la France. En termes d'attractivité industrielle, la France est en tête des pays européens. C'est elle qui attire le plus d'investisseurs étrangers. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est lié à la performance des filières industrielles françaises? Aujourd'hui, c'est lié à 2 choses. Effectivement, nous sommes un grand pays industriel, il ne faut pas l'oublier, même si nous avons systématiquement détruit de l'emploi de 2000 à 2016, et c'est aussi lié à une politique d'attractivité. La politique qui a conduit à faciliter l'investissement étranger en France, à orienter l'épargne et l'investissement vers la prise de risque dans les entreprises, à faire en sorte que l'investissement dans le capital soit moins taxé, alors qu'il était massivement taxé par rapport en comparaison d'autres pays européens qui ont des modèles sociaux équivalents. Ça porte ses fruits aujourd'hui. On a 330 projets industriels étrangers en 2018. À titre de comparaison, le numéro 2 sur le podium, c'est la Turquie. La Turquie qui est quand même un pays beaucoup plus low cost, avec 200 projets seulement. Et le 3e, c'est l'Allemagne, qui est le champion industriel européen, qui a seulement 150 projets. Donc ça, c'est aussi l'effet d'un travail systématique sur les filières industrielles, sur l'industrie du futur, du Conseil national de l'industrie autour du Premier ministre et de Bruno Le Maire. Et je suis très heureuse aujourd'hui qu'on soit capable d'avoir une séquence où on a une exposition à l'Élysée, on va montrer le fabriqué en France. Alors justement, c'est une exposition qui a lieu ce week-end dédiée aux produits français. Quel message vous avez envie de faire passer ce matin aux gens qui nous écoutent? Consommer français, il y a des beaux produits. Le message que j'ai envie de passer, il est double. C'est on peut acheter français, c'est plus qualitatif en règle générale, donc plus durable. Donc le delta de prix qui est réel, vous le retrouvez sur le fait que votre produit dure plus longtemps et vous êtes à peu près sûr que d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental, vous êtes sur un produit qui a un meilleur bilan que beaucoup d'autres produits étrangers, en particulier hors Union européenne. La deuxième chose, c'est qu'il faut être fier de notre industrie. On fait des choses extraordinaires. La France est le seul pays au monde, avec les États-Unis, à être capable de construire un avion de A à Z. Soyons fiers de notre industrie et faisons en sorte aussi que les emplois industriels retrouvent le lustre qu'ils doivent avoir. Allez, dernière question rapide sur les municipales, rapidement. Politique pour terminer. Le président de la République a demandé au ministre de s'engager lors de ces municipales. Est-ce que vous-même allez être candidate aux élections municipales? Écoutez, cela, je le communiquerai en temps utile. Votre nom circule pour être candidate éventuellement à Paris sur une des listes de Benjamin Griveaux. Moi, je suis la personne qui a monté le mouvement La République En Marche dans le 16e arrondissement. Donc j'ai effectivement travaillé, j'ai tracté, Oh non, la tête de liste dans le 16e arrondissement, c'est Anna Seba. C'est quelqu'un qui a beaucoup de jeunesse et en même temps beaucoup d'expérience. Donc moi, je soutiens Anna Seba et pour la candidature, on verra. C'est pas non.
Enfin, on verra, Non, c'est dans 2 mois quand même. C'est pas non. Quand est-ce que vous allez prendre votre décision? C'est une décision qui se prend à plusieurs. Vous savez, la candidature, ça suppose aussi d'être retenue. Bon, en tout cas, on retient que c'est pas non, mais qu'il va falloir l'annoncer rapidement. Les municipales, c'est dans 2 mois. Merci beaucoup Agnès Penry. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Demain, à votre place, c'est un de vos collègues au gouvernement, Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. On passe tout de suite au Club des Territoires. Merci Christelle. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires, en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indes radios. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons bien sûr de la réforme des retraites. Édouard Philippe convaincu quand la conférence de financement finira par proposer des mesures d'âge. Et puis on parlera des municipales. On est à 2 mois, jour pour jour, du premier tour de l'élection, scrutin local, mais avec quand même une résonance nationale. Quels sont les enjeux pour les différents partis? Nous en débattrons. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure de notre reportage en région. Toute la semaine, nous sommes dans les Vosges. La saison de ski est en cours. C'est un enjeu économique pour beaucoup de communes. Aujourd'hui, direction notamment la station de Gachenay. C'est une petite station fermée l'année dernière pour manque de neige et de financement. Elle a rouvert cette année sous l'impulsion d'un nouveau propriétaire qui s'est donné pour ambition de lui redonner vie. On va regarder ce reportage d'Alizé Boissin et de Jonathan Dupriez. Nous sommes ici au Gachenay. L'année dernière, les anciens exploitants ont jeté l'éponge à cause d'un manque de neige et d'un manque de financement. Ils ont fermé le site. Mais cette année, le Gachenay, ou l'âme des Vosges, comme on l'appelle ici, a trouvé un nouveau propriétaire. C'est vous, Michael Garloff. Vous avez fait ce pari fou. Pourquoi? Amoureux de la vallée de Munster, enfant de la vallée de Munster, amoureux du site, du métier depuis quelques années. Voilà, je me suis dit, à 36 ans, il faut se lancer pour ce site somptueux. Ça m'a insupporté de le voir fermer. Et vous avez investi de votre poche, combien ça représente? On arrive tout doucement, on dépasse même les 100 000 € avec le broyage des pistes, les pare-neige qu'on a mis en place, la construction d'un petit bar après-ski et l'achat de la dameuse. Ah, tout est prêt pour accueillir les futurs skieurs? Oui, tout est prêt, il manque plus que la neige. Elle va arriver, il n'y a pas de problème. Vous nous montrez? Ouais, allons-y. Et donc là, Mickaël, vous nous expliquez ce que c'est? Il y avait déjà une petite cabane qui servait de billetterie à l'époque, donc qui tombait un peu en ruine. Et du coup, on l'a un peu amélioré avec des amis, l'aide de la famille aussi. Et voilà, on espère mettre un peu du beurre dans les épinards en vendant quelques gaufres et quelques chocolats chauds. La neige n'est donc pas toujours rentable, surtout à basse et moyenne altitude, ce qui pousse l'ensemble des stations à être créatives. Au Lac Blanc, les pistes ne sont pas encore ouvertes, mais ici, on vient d'inaugurer une luge sur rail le mois dernier, coût d'investissement 3,5 millions, et surtout la possibilité de diversifier son public. Allez, on va la tester. Bonjour Mickaël, vous êtes directeur de la station du Lac Blanc. Alors est-ce que cette luge sur rail a la vocation à remplacer le ski? Alors non, malheureusement non, parce que le ski est une activité vraiment de masse qui draine énormément de gens sur nos stations. Donc la luge n'est pas encore une activité du même niveau. Par contre, ça sera un formidable complément pour les gens qui sont déjà en séjour chez nous. Se diversifier, est-ce que c'est une spécificité des Vosges ou c'est un peu la tendance globale? Non, je dirais que c'est une tendance globale. Alors les Vosges ont peut-être été un massif assez novateur de ce côté-là, puisque nous sommes à des altitudes plutôt modestes. On gravite autour de 1100 mètres pour la majorité des stations. Donc le changement climatique, on le vit, on le voit. Donc pour nous, évoluer, c'est vraiment une question de survie, donc de proposer des activités nouvelles, complémentaires aux saisons d'hiver, qui sont de plus en plus contractées. Pour nous, c'est vraiment important. C'est aussi un phénomène de société, parce que les gens ont besoin aussi de nouveautés.
avancé. Et donc voilà, ça nous stimule aussi de ce côté-là d'essayer de répondre à leurs attentes. Comme on l'a vu dans le massif des Vosges, la neige n'a pas dit son dernier mot. Les prévisions climatiques le disent. La neige devrait encore tomber ici pendant une trentaine d'années. Le temps pour les stations de s'organiser et de penser à l'après. Voilà pour ce reportage d'Alizé Boissin et de Jonathan Dupriez. Prochain numéro demain à 7h06. Donc bonjour chez vous. On va tout de suite commencer le débat de ce club. Bonjour Olivier Auguste. Bonjour. Stéphane Robert, Jean-Baptiste Forêt. Merci d'être avec nous. Rebonjour Fanny. Bonjour. Et on va commencer bien sûr par cette réforme des retraites et ce séminaire gouvernemental qui aura lieu aujourd'hui. Une réforme des retraites qui continue d'agiter la classe politique. La grève se poursuit. La mesure sur l'âge pivot a été suspendue provisoirement du texte, mais elle continue d'agiter les débats, notamment au Parlement. Il en a beaucoup été question hier lors des questions d'actualité au gouvernement. On va regarder ce sujet de Samia Dechier. C'est pour lui la seule option possible. À contre-cœur, Édouard Philippe a renoncé à l'âge pivot, mais il semble convaincu que les partenaires sociaux y reviendront de même, comme s'ils allaient se rendre à l'évidence du seul choix raisonnable à ses yeux. Il ne m'appartient pas de faire les propositions à la place de la conférence de financement. Cet ensemble de mesures contiendra-t-il une mesure d'âge ? Je le pense, car je ne vois pas comment, sinon, on pourrait arriver à l'équilibre financier de 2027. La conférence de financement a jusqu'à fin avril pour trouver une solution de financement du futur système des retraites. Mesure d'âge ou pas, le Parlement ne connaîtra donc pas la proposition des partenaires sociaux avant d'entamer l'examen du texte dont l'arrivée est prévue mi-février à l'Assemblée nationale. Pour le président du Sénat, le débat parlementaire peut permettre de trouver des solutions, mais à certaines conditions. Avoir le temps nécessaire pour débattre, disposer de tous les éléments d'appréciation sur les conséquences budgétaires et les modalités de l'équilibre financier. Nous sommes tous ici garants de ce pacte entre les générations. Du temps, une demande peu compatible pour le moment avec la procédure accélérée prévue pour l'examen du texte au Parlement. Un choix critiqué par beaucoup d'élus qui préféreraient discuter de la réforme des retraites dans le cadre d'une procédure classique, plus longue. Stéphane Lambert, cette question de l'âge pivot, elle a été suspendue provisoirement du texte, mais elle continue d'être au cœur du débat politique et parlementaire. Alors, elle est suspendue, il y a une partie de la question, enfin, il y a une partie de l'âge pivot qui est suspendue. C'est uniquement la période de transition 2022-2027, puisque l'âge pivot systémique, c'est comme ça que les marcheurs qualifient, à partir de 2027, il est maintenu. Non, donc on suspend les 5 ans de transition. C'est déjà c'est une chose. Ensuite, on voit bien ce que dit Édouard Philippe. La trajectoire est quand même complètement fléchée. On n'a pas le droit d'augmenter les cotisations. Hors de question. On n'a pas le droit de baisser les pensions. Il reste quoi ? Bon, il reste la durée de cotisation qu'on peut moduler. Donc les marges de négociation des organisations syndicales sont extrêmement limitées. Édouard Philippe dit, ben voilà, en gros il dit, moi j'ai réfléchi à la question, les autres ils n'ont pas réfléchi à la question, mais ils vont réfléchir à la question d'ici dans les 2 mois qui viennent, et ils vont arriver à la même conclusion que moi, il faut mettre un âge pivot. Voilà, c'est ça qu'il dit. Olivier Auguste, vous partagez le raisonnement d'Édouard Philippe. Finalement, cette conférence de financement, elle finira par proposer des mesures d'âge ? Effectivement, elle a quasiment pas le choix. Enfin, il y a un côté presque tautologique, c'est-à-dire que dans le courrier que Édouard Philippe envoie au patronat et aux organisations syndicales, il leur dit faites ce que vous voulez, mais enfin n'augmentez pas le coût du travail, donc les cotisations, et ne touchez pas au montant des retraites. C'est une équation avec 3 inconnus. La troisième seule variable possible, c'est effectivement d'une façon ou d'une autre. Alors après, âge pivot, durée de cotisation, âge légal, on peut raffiner un peu ça, mais d'une façon ou d'une autre, la seule solution pour équilibrer les comptes, si vous excluez de baisser les pensions et d'augmenter les cotisations, c'est de travailler plus tard. Il n'y a vraiment pas d'autre issue possible. Alors en tout cas, cette réforme des retraites, elle continue d'occuper le terrain médiatique, et le gouvernement aujourd'hui va faire un grand séminaire gouvernemental sur l'ensemble de ces réformes. Est-ce que, Stéphane Lambert, c'est une volonté finalement de montrer que cette réforme des retraites, elle ne paralyse pas l'action réformatrice du gouvernement, que le gouvernement est toujours au travail malgré les grèves, malgré cette réforme ? Oui, il y a une volonté de passer à autre chose manifestement, enfin de montrer qu'on a l'intention de passer à autre chose. Mais on maintient quand même les conditions d'un conflit qui dure, peut-être jusqu'au municipal. Il y a peut-être derrière, enfin c'est peut-être pas voulu à l'origine, mais ça les arrange bien que le débat soit complètement phagocyté par le conflit sur les retraites. Bon, manifestement, ce séminaire est aussi quand même une manière de montrer qu'on a vécu le plus dur, et puis on va passer à autre chose, notamment qui reste
un certain nombre de choses à faire en matière d'écologie, en matière de communautarisme. On va parler de ces autres lois, mais est-ce que vous qui suivez particulièrement ces municipales, Jean-Baptiste Fauré, est-ce que vous avez le sentiment que cette réforme des retraites, elle a un impact? Elle parasite un peu cette campagne municipale ou pas du tout? Oui, je pense que le but du jeu, effectivement, c'est de parler davantage des retraites que des municipales, qui s'annoncent quand même assez difficiles pour la majorité. On sait qu'Emmanuel Macron joue son mandat sur cette réforme des retraites. Il est dans un autre calendrier que celui des municipales. L'objectif, c'est 2022. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt bien joué de sa part. Mais il va quand même sans doute connaître une période un petit peu difficile au moment des municipales. On se fait guère d'illusions du côté de la Macronie. C'est chronique d'une défaite annoncée. On va revenir sur cette question des municipales, mais parmi les réformes à venir au-delà de cette réforme des retraites, il y a cette fameuse loi 3D. Jean-Baptiste Fauré, déconcentration, différenciation, décentralisation. C'est une réforme importante pour les élus locaux, c'est une réforme importante pour le gouvernement aussi. Oui, parce qu'on se souvient qu'il y a à peu près un an, le grand débat avait été lancé avec les maires. C'était l'opération séduction auprès des élus qui avait été maltraités au début de la mandature. On s'aperçoit qu'Emmanuel Macron n'est pas parvenu totalement à recoller les morceaux avec ces élus-là. Donc on affirme le principe de différenciation. Derrière ce mot un brin barbare, il y a l'idée d'une organisation à la carte, d'une adaptation de la loi. Donc ça heurte toute la tradition jacobine française. Mais pour l'instant, le gouvernement avance quand même assez masqué. On ne sait pas exactement ce qu'il y aura très très précisément dans ce texte. Et ça peut être aussi une réforme à risque. Difficile de se mettre à dos les élus locaux alors qu'on entre dans une séquence d'élections locales finalement, municipales, départementales, régionales. Oui, il y a cette dimension-là et on sait qu'effectivement, en début de mandat, Emmanuel Macron s'était coupé des élus locaux, donc il fait très attention à ça. Maintenant, ce n'est pas forcément le sujet le plus grand public. Il y a un autre terrain sur lequel le gouvernement a envie d'aller pour qu'on parle un petit peu d'autre chose que les retraites. De toute évidence, c'est l'écologie. On a vu que Emmanuel Macron, la semaine dernière, s'était déplacé au Conseil économique, social et environnemental pour discuter avec les 150 citoyens de la Convention qui sont chargés de réfléchir à tout ça. Ça, c'est un vrai sujet grand public. Ça, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes. C'est pas pour ça que ça sera facile, parce qu'on voit bien qu'on va naviguer. L'idée un peu de cette Convention au départ, c'était, il faut bien le dire, d'une façon ou d'une autre, de faire avaler aux Français ou de faire revenir peut-être une taxe carbone qui avait été un élément déclencheur du mouvement des Gilets jaunes, donc de trouver une façon plus acceptable de la mettre en place, parce que les économistes disent que c'est vraiment l'outil le plus efficace pour accélérer la transition énergétique. Donc si la Convention devait la proposer, on va revenir à un sujet qui va être très compliqué, et c'est un peu le risque de cette Convention, c'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel, sur le principe, tout le monde a envie d'aller, il y a un vrai mouvement de fond, oui, il faut qu'on prenne soin de la planète. Puis après, quand on rentre dans le détail des mesures, ah oui, mais vous ne pourrez plus circuler avec telle ou telle voiture dans les centres-villes, ou vous allez devoir payer des taxes carbone supplémentaires. Là, tout d'un coup, ça prend une autre dimension plus concrète. Et donc voilà, le sujet ne sera pas forcément plus facile. La Convention a pris un petit peu de retard. Elle devait finir fin janvier. Il se trouve que ce sera plutôt en avril. Bon, ce sera juste après les municipales. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal comme ça pour le gouvernement. Est-ce qu'il a raison de miser sur ce terrain écologique, Emmanuel Macron ? En tout cas, la démarche est intéressante vis-à-vis de cette convention. Il y aura une légitimité vis-à-vis des solutions qui seront proposées qui sera complètement différente de ce qu'on a vu jusqu'ici, puisque ce sont des citoyens qui vont les proposer après avoir réfléchi pendant des mois sur la chose. Ils ne sont pas payés pour ça, ils sont juste défrayés. Ce sont des gens qui ont été tirés au sort. Donc la légitimité de ce qu'ils vont proposer sera complètement différente vis-à-vis de l'opinion publique de ce qu'on a pu connaître vis-à-vis des responsables politiques qui sont en grande partie discrédités aujourd'hui. Donc là... Mais du coup, si les mesures qu'ils proposent ne plaisent pas au gouvernement, ce sera difficile de les refuser. Alors oui, également. Voilà, exactement, ça c'est un fait, ça va dans les deux sens effectivement. Mais ceci dit, il peut s'appuyer là-dessus en tout cas, on verra ce qu'il fait précisément, là où il a ouvert la porte à la voie référendaire, on verra, on ne sait pas, pour l'instant c'est encore assez flou. Et on suivra, puisque Olivier le rappelait, avril, la conclusion de cette convention citoyenne. Et c'est donc dans son texte qu'Emmanuel Macron présentera cet après-midi ses vœux à la presse, et on va en parler avec vous, Fanny. Les
vœux à la presse, Fanny, c'est l'occasion pour les présidents de la République de délivrer des messages politiques ou personnels. Et vous allez nous rafraîchir la mémoire puisque vous avez regardé pour nous les vœux des prédécesseurs d'Emmanuel Macron. Oui, effectivement, on l'a dit, Emmanuel Macron va se prêter au jeu des vœux à la presse cet après-midi. Un exercice que certains affectionnent, d'autres beaucoup moins. C'est le moyen d'entretenir une relation avec les médias, de répondre directement à leurs questions, mais aussi de faire des annonces. Un exercice parfois un petit peu périlleux. Je vous propose donc un petit retour en arrière. François Mitterrand, oui, c'est pas hier, 5 janvier 1982. François Mitterrand avait annoncé ce jour-là son intention de ne faire qu'un seul mandat. Et dans ses 110 propositions pour la France, lors de sa campagne, il s'était d'ailleurs prononcé pour un mandat unique de 7 ans. On connaît la suite. Il a été réélu 7 ans plus tard. L'annonce faite lors de ses vœux n'a donc pas été tenue. On passe à Jacques Chirac. Alors lui, il avait plutôt de bons rapports avec la presse et pourtant, tout avait plutôt mal commencé, si l'on peut dire. Ses tout premiers vœux à la presse étaient prévus le 8 janvier 1996 et le 8 janvier 1996, c'est la date de la mort de François Mitterrand. Donc, ce jour-là, Jacques Chirac prend la parole solennellement à la télévision pour annoncer la nouvelle et ses vœux à la presse sont donc annulés sur le champ. Nicolas Sarkozy, on s'en souvient un peu plus, c'est un peu plus récent. La première conférence de presse, c'était en janvier 2008, l'occasion de faire des déclarations et à la surprise générale, il annonce notamment la fin de la publicité sur les chaînes de télé publiques. Écoutez. Je souhaite donc que le cahier des charges de la télévision publique soit revu et que l'on réfléchisse à la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques, qui pourrait être financée par une taxe sur les recettes publicitaires accrues des chaînes privées et par une taxe infinitésimale sur le chiffre d'affaires de nouveaux moyens de communication, comme l'accès à l'Internet ou la téléphonie mobile. Mais ce qu'on aura surtout retenu de cette conférence de presse, de ses vœux à la presse en janvier 2008, c'est cette petite phrase sur sa relation avec Carla Bruni. On se souvient, à l'époque, il s'était affiché à Euro Disney avec l'ancienne mannequin, mais aussi à Petra en Jordanie. Lors de ses vœux à la presse, il est donc interrogé sur cette relation et sur un futur mariage. Et il prononce cette phrase restée célèbre: avec Carla, c'est du sérieux. Écoutez. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Mais ce n'est pas le JDD qui fixera la date. Alors, son successeur, François Hollande, lui, avait-il tiré les leçons des risques de l'exercice? En tout cas, lui n'aura jamais organisé de séance de vœux à la presse de tout son quinquennat. Et pourtant, on le sait, il avait de très bons rapports avec les journalistes. Il les recevait très régulièrement à l'Élysée et il échangeait directement avec eux. Emmanuel Macron, lui, au début du quinquennat, a voulu faire tout l'inverse de François Hollande. En janvier 2018, il organise donc des vœux à la presse pour justement théoriser sa relation média. Ça n'est ni la confidence, dont la France a le secret, et dont la littérature nous dit qu'elle peut parfois aussi être fausse, ni la connivence. Et donc, cette saine distance ne facilite peut-être pas votre travail ou des habitudes qui avaient été prises. Elle ne facilite pas non plus toujours notre travail, parce que j'ai conscience qu'elle peut parfois faire naître une animosité en réaction, mais elle est à la base de l'exigence que nous partageons. Alors justement, face à cette animosité, on le sait, quelques temps plus tard, Emmanuel Macron a dû faire évoluer sa doctrine, revoir sa communication avec les médias et se rapprocher des journalistes. Et on verra ce qu'il en est cet après-midi, Fanny. Conférence vœux à la presse du chef de l'État cet après-midi. On en parlera bien sûr demain dans cette émission. Mais avant, comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Toulouse. Retrouvez nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Éric Berger. Rédacteur Bonjour. en chef adjoint à la Dépêche du Midi. Vous allez nous parler de ce baromètre de santé publique France. C'est à la une de la Dépêche du Midi, baromètre sur la consommation d'alcool par région. Oui, en effet, nous avons fait notre une sur ce baromètre de santé publique France, dont les résultats nous ont un peu étonnés, d'où notre titre de l'étude choc qu'on a mis à la une de notre édition du jour, puisque en fait, malheureusement, l'Occitanie se classe en première position pour la consommation d'alcool selon ce baromètre. 12,6% de la population consomme quotidiennement de l'alcool dans la région. Nous sommes devant, sur le podium, devant la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France qui complètent le podium à la 3e place. Au-delà de ce chiffre, il y a un autre chiffre qui nous a aussi interpellés, c'est la consommation d'alcool qui progresse dans les populations jeunes, qui sont aussi touchées par la dépendance à l'alcool.
à partir de ces chiffres, on a essayé d'expliquer pourquoi l'Occitanie était si mal classée. Alors, il faut rappeler que la région est la première région productrice de vin en France. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose d'un peu culturel et puis une tradition un peu festive dans le sud-ouest. On aime bien faire la fête et que ça va souvent de pair avec l'alcool. Et enfin, la région est aussi une région avec 2 grandes villes universitaires, avec beaucoup d'étudiants à Toulouse et à Montpellier. Ça peut un peu expliquer pourquoi l'Occitanie se retrouve numéro 1 dans ce baromètre. La seule note un peu positive, c'est que quand même, selon cette étude, la consommation globale d'alcool a fortement diminué entre 2000 et 2017 d'environ 29%. Alors voilà pour les chiffres, à lire dans la dépêche du midi, cette interview d'un addictologue qui analyse finalement ce phénomène. Voilà, c'est ça, et qui confirme qu'il voit passer dans son cabinet de plus en plus de jeunes qui sont dépendants à l'alcool. Alors selon cet addictologue, on serait moins dans le côté culturel et festif et plus dans une traduction du malaise social, des gens qui se réfugieraient un peu dans l'alcool pour échapper au quotidien. C'est ce qu'il nous explique dans cette interview. Alors on lui a demandé comment être plus efficace en termes de prévention. Et lui, il souhaiterait qu'il y ait davantage d'interventions à l'école, auprès du public jeune, pour leur expliquer les dangers, les risques de l'alcool. Et pour compléter notre dossier, nous avons interviewé une jeune Toulousaine qui participe au mois de janvier sans alcool depuis 15 jours et qui nous raconte que c'est pas si facile à tenir lorsqu'on a l'habitude de consommer et d'être un petit peu fêtarde. C'est son témoignage dans l'édition du jour. Voilà, et c'est donc à lire aujourd'hui dans la dépêche du midi. Autre sujet, les municipales, on le disait, on est à 2 mois de ce premier tour. Et il y a une personnalité de votre région qui se lance dans cette course municipale. C'est ça, on a Guy Novès, qui est une personnalité toulousaine bien connue, qui a été très longtemps entraîneur du Stade toulousain, coach du 15 de France, avec une dizaine de titres nationaux quand il était à la tête du Stade toulousain. Et Guy Novès, en fait, sera dans la bataille des municipales, non pas à Toulouse, sa ville, mais à Leucate, dans l'Aude, où il possède une résidence familiale. Il ne sera pas tête de liste, il sera présent sur la liste du maire sortant, qui est un maire de droite. Donc Guy Novès devrait être aux alentours de la 27e place. La liste du maire sortant sera dévoilée dans quelques jours. Il nous explique pourquoi il s'engage. Et ce qui est amusant, c'est qu'il va se retrouver peut-être élu tout près de Gruissant, dont le maire est un autre grand rugbyman, Didier Codorniou. Eh bien voilà, beaucoup de rugbyman forcément dans votre région. Merci beaucoup Éric Berger. On va revoir la une de la dépêche du midi. Alcool en Occitanie, l'étude choc. C'est donc à lire aujourd'hui dans votre journal. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Toulouse. Et on va passer aux municipales. On en parlait à l'instant avec Éric Berger. Les municipales qui sont un enjeu bien évidemment local dans les un peu plus de 35 000 communes de France, mais c'est aussi un enjeu national pour ces partis, et peut-être à commencer par La République En Marche et peut-être aussi Europe Écologie Les Verts qui visent une implantation locale plus forte. Olivier Auguste. Europe Écologie Les Verts a de grands espoirs parce que les sondages, tous les sondages qui sont faits jusqu'ici dans toutes les grandes villes lui prédisent de très bons scores et donc peut-être la confirmation de l'excellent score aux européennes. Du côté de La République En Marche, évidemment, c'est un parti qui n'a pas ou très peu d'élus locaux, donc qui rêvent d'en avoir. Il faut bien dire, malgré tout, que ces élections, elles vont être complètement illisibles au niveau national. Ça va être très très compliqué de les interpréter parce que on a des tas de mélanges de maires qui partent à la bataille ou qui repartent à la bataille, ou de candidats sans étiquette ou qui cachent un petit peu leur appartenance politique. On va avoir des listes de droite ou de gauche, mais plus ou moins ouvertement soutenus par La République En Marche, parce qu'ils n'ont pas réussi partout à trouver des candidats. Donc pour tirer dans l'immédiat des leçons nationales, ça ne va pas être évident, en tout cas le soir des premiers et deuxièmes tours, d'autant que dans certaines grandes villes comme Lyon, comme Paris évidemment, on n'aura peut-être pas des résultats très clairs qui nous permettront immédiatement de dire qui sera maire. Il faudra peut-être attendre pour ça les votes au sein des conseils municipaux. Oui, des résultats nationaux qui seront difficiles. Mais
Peut-être on va parler des partis qui ont le plus d'élus locaux à l'heure actuelle. Ce sont les Républicains, c'est le Parti socialiste également. Est-ce que pour ces deux partis, avoir des élus locaux et avoir le plus de maires possible, c'est une question de survie, Jean-Baptiste Forêt? Ah oui, tout à fait, parce qu'il y a les élus locaux et puis il y a aussi tout l'entourage en fait de ces élus locaux. On sait que dans les municipalités, on a des collaborateurs de cabinet, on a un certain nombre de gens qui gravitent autour du système politique local. Le PS, en 2014, a subi une bérésina avec près de la moitié de communes en moins, et c'était le début de la fin quand même pour le PS en 2014. Ça a annoncé l'échec cinglant de François Hollande. Les Républicains, évidemment, sont en position difficile dans ce scrutin, c'est-à-dire qu'ils ont gagné les élections de 2014. Donc eux aussi jouent leur survie à l'occasion de ce scrutin. Leur chance, c'est que les électeurs semblent plutôt accorder une prime au sortant. On dit un bon maire, on le garde en substance. Et après la vague de dégagisme de 2014, on assistera sans doute à la reconduction d'un certain nombre de maires qui ont des rapports très très distendus avec les partis, avec le PS et les Républicains. Enfin, vous le disiez, on n'a quasiment que des listes d'intérêt communal. Mon parti, c'est ma ville. Enfin, c'est vraiment le slogan d'à peu près tous les candidats. Bon, c'est un peu triste pour nous observateurs parce qu'il n'y a aucun débat en fait. Enfin, ils sont tous plus écolos les uns que les autres. Ça se joue sur le nombre de kilomètres de pistes cyclables, le nombre de mètres carrés à végétaliser. Enfin, un élu disait si on pouvait végétaliser les égouts, on le ferait parce que c'est absolument. Et la quantité de bio dans les cantines. Et oui, le bio dans la cantine. Vous avez tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Donc c'est très très difficile pour les électeurs de trancher. Enfin, quand on lira les professions de foi, c'est impossible de savoir à quel parti ils appartiennent. Enfin, ces candidats, à une ou deux exceptions près. Par exemple, un Éric Piolle à Grenoble a eu une gouvernance quand même assez politisée. Je veux dire, un maire qui interdit, par exemple, les panneaux publicitaires au départ, la venue du Tour de France, bon, c'est quand même assez rare. Et on a donc parlé de ceux qui veulent s'implanter localement, de ceux qui jouent leur survie. Il y a peut-être une troisième catégorie de partis, c'est ceux qui veulent affirmer leur rôle d'opposant, et notamment le Rassemblement national, et peut-être dans une moindre mesure la France insoumise aussi, Stéphane Robert. Oui, ça va être difficile ce scrutin pour la France insoumise, pour le Rassemblement national. La France insoumise parce qu'il continue à exister de façon très autonome. Ils refusent l'alliance avec les communistes, avec les socialistes. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils veulent essayer de faire croire que ce sont eux qui sont toujours hégémoniques à gauche dans la perspective peut-être d'une éventuelle présidentielle en 2022. Ce sera compliqué quand même parce qu'ils n'ont pas de bastion. Ceux qui ont des bastions, c'est les communistes. Donc s'il n'y a pas d'alliance avec les communistes ou avec les socialistes, comment on fait? Je ne sais pas bien. Pour le Rassemblement national, c'est pareil. On voit que le Rassemblement national avait investi en 2014, je crois que c'est 600 têtes de liste dans 600 communes. Là, ils ne veulent pas dire. Alors ça veut dire que ils veulent pas dire, donc c'est un petit peu moins. Bon, ils vont vraisemblablement, ils vont bénéficier d'une petite montée en puissance. Il y aura vraisemblablement certaines villes où ils vont pouvoir peut-être s'imposer, mais ce ne sera pas du tout à la hauteur des ambitions de Marine Le Pen pour ce scrutin qui reste un scrutin local. Olivier, pour conclure. Oui, ils sont très prudents au Rassemblement national sur leurs ambitions. Il y a un vrai paradoxe, c'est qu'ils ont plus de chances de gagner des municipalités et du coup ils sont beaucoup plus regardants sur les candidats qui retiennent sur les têtes de liste. Une de ces têtes de liste qui a de vraies chances d'emporter une mairie me disait on fait quand même attention parce que jusqu'ici, on savait qu'on partait à la bataille mais qu'on ne l'emporterait pas. Donc on n'était pas très regardant. Maintenant, on fait plus attention. Si on se retrouve aux commandes, il nous faut des personnes de valeur. On va être sous l'exposition médiatique. Et donc, il y a parfois des difficultés à constituer des listes avec des gens solides dans les endroits où, paradoxalement, le Rassemblement national a de vraies chances de l'emporter. Alors, ce qu'il faut voir, c'est quand même que là où ils ont des chances, c'est dans leur bastion historique, le nord de la France et le sud-est. Ailleurs, il y a très très peu de chances. Et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Les municipales, c'est dans 2 mois. Jour pour jour, le 15 mars, on en parlera tous les jours dans cette émission. On en reparlera donc avec vous, messieurs. On va parler d'un sujet pour terminer qui touche de nombreuses communes et qui préoccupe de nombreux maires, c'est la désertification. Dans le Loir-et-Cher, la commune de Menetou-sur-Cher se vide peu à peu de ses commerces, pas moins de 12 fermetures en 10 ans. Et peut-être que bientôt ce sera au tour de la pharmacie de mettre la clé sous la porte. Une pétition a été lancée par le maire de la commune qui entend bien aller jusqu'au bout pour trouver des solutions. On va regarder ce reportage de Samuel Collin pour nos partenaires de TV Tour. Changement de propriétaire et fermeture imminente. Depuis quelques jours, la nouvelle circule dans le village.
la pharmacie de Mentou devrait baisser le rideau au profit de celle voisine de Châtres-sur-Cher. C'est encore un commerce qui se ferme dans les petits bourgs et c'est vraiment dommage et ça rend service à pas mal de gens. Il y a beaucoup de personnes âgées ici qui seront privées de la pharmacie. Châtres, c'est pas très loin, mais c'est pas normal qu'on soit obligé de se déplacer. La commune compte 900 habitants, dont un tiers de retraités. Une boulangerie, une charcuterie, une poste, un café. Dans tous les commerces encore ouverts, une pétition circule pour éviter cette fermeture annoncée. Nous, dans les petits villages, au bout d'un moment, on n'aura plus rien. Donc après, faut essayer de les maintenir, quoi. On a déjà perdu un commerce en face, on dit une épicerie. Maintenant, si on dit la pharmacie de Mentou, on dit à la ferme, le problème c'est que voilà, les gens ne viendront plus dans les villages. Et l'auteur de la pétition, le voici, c'est le maire de Mentou. Le décompte des signatures reste à faire. Avec toutes celles déposées à la mairie, il en a en tout cas au moins 200 entre les mains. Ce qu'il espère avec, peser auprès des repreneurs, et avec ce soutien de la population, envisager des solutions. La communauté de communes peut très bien aider la commune à se porter acquéreur des murs de la pharmacie et après on pratiquerait des loyers très modiques pour faire en sorte que les frais de structure en tant que tels ne soient pas très lourds à porter pour les pharmaciens et les repreneurs. La communauté de communes, pour maintenir ce commerce qui joue un rôle de locomotive dans le centre du village, reste à rentrer en contact avec les repreneurs. De son côté, la cédante de la pharmacie ne souhaite pas s'exprimer. Voilà pour ce reportage de nos partenaires de TV Tour. On va maintenant regarder ensemble ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux ce matin. Fanny, on commence par la Provence. Oui, à la une de la Provence, regardez le port en alerte. On parle évidemment de la réforme des retraites et de la grève. Ça concerne le port de Marseille. Les agents portuaires, les agents de la réparation navale sont en grève pour 72 heures. Conséquence, annulation d'escale du côté des croisières, mais aussi annulation de traversées vers et depuis la Corse. Et justement, on va voir à la une de Corse Matin les conséquences de cette grève en Corse. Oui, voilà, on vient de voir à l'instant donc cette grève au port de Marseille. Conséquence donc en Corse, vous le voyez, l'approvisionnement de la Corse est menacé. On voit cette photo en une de Corse Matin avec ce rayon de supermarché qui commence à se vider. Conséquence de cette grève donc. Autre sujet, la une de Nord-Éclair. Oui, de Nord-Éclair, plus de 500 départs volontaires. On parle du groupe Auchan. On le sait, hier, un plan de 517 départs volontaires a été annoncé. Ça concerne des fonctions au siège. Ça ne concerne pas les magasins. On le sait, Auchan est confronté à l'évolution des modes de consommation, la fin des grands hypermarchés. Objectif donc pour le groupe faire des économies, mais ils promettent un plan d'accompagnement pour tous les salariés concernés. Et enfin, la une du Courrier Picard. Oui, cette démission d'intérêt général, c'est le titre du Courrier Picard. On parle de cette initiative des médecins. 1200 médecins hier ont annoncé qu'ils démissionnaient de leurs fonctions administratives. Objectif, alerter le gouvernement sur la crise que connaît l'hôpital depuis maintenant 9 mois. Les annonces du plan d'urgence en novembre dernier n'ont pas été satisfaisantes selon ces médecins. Ils annoncent donc leur démission de leurs fonctions administratives. Ça signifie qu'ils vont continuer évidemment à soigner les patients, mais ils n'effectueront plus leurs tâches administratives. Merci beaucoup Fanny pour cette revue des unes des quotidiens régionaux. On va regarder vos unes, messieurs. La une de l'Opinion, Olivier Auguste. Chine, États-Unis, les périls de la guerre des technologies. Oui, alors là, on est sur un niveau très mondial et beaucoup moins local. Vous savez qu'aujourd'hui, il doit y avoir un accord commercial signé entre la Chine et les États-Unis et Donald Trump. Mais derrière cette guerre-là, qui semble s'apaiser un peu, il y a une vraie guerre technologique qui est en train d'être menée. Et la question, en gros, c'est est-ce que demain, dans toutes les technologies comme la 5G en téléphonie, comme l'intelligence artificielle, il faudra un jour choisir entre des normes, des standards américains et des normes, des standards chinois. La Chine essaye d'imposer ses propres standards, notamment dans toute l'Asie du Sud-Est, en Afrique aussi, en Amérique latine. Et donc, on a l'habitude d'un monde où tout est interconnecté avec une seule norme qui s'applique sur toute la planète. On n'est pas sûr que pour les prochaines technologies, ça perdurera. C'est notre spécialiste de l'Asie, Claude Leblanc, qui nous explique ça. Et c'est donc à lire aujourd'hui dans l'Opinion. Cette semaine, dans la Gazette des communes, une, accrochez-vous, ça va secouer en 2020, Jean-Baptiste Forêt. Oui, ça va secouer pour les élus et aussi pour les fonctionnaires avec l'application d'une réforme dont on parle peu mais qui a beaucoup d'impact dans les services des collectivités, la réforme de la fonction publique. Et justement, Olivier Dussopt sera notre invité demain. Et un mot sur un de vos papiers, la démocratie n'a rien à gagner à mal indemniser les élus locaux.
Oui, tout à fait. J'ai interviewé Éric Kerrouche, qui est sénateur et aussi politologue. Il a un profil assez particulier. Donc, il revient à la veille des municipales sur la composition sociologique du groupe des maires. On s'aperçoit que les maires ne sont pas du tout à l'image de la population. On a par exemple seulement à peine 1% de maires ouvriers dans les communes de plus de 30 000 habitants. Ils étaient 12% en 1983. Donc, on assiste à un rétrécissement sociologique. Et c'est donc à lire dans la Gazette des communes. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci, Fanny. On se retrouve demain. L'invité, je le disais, c'est Olivier Dussopt, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. À 15h, ne manquez pas en exclusivité la séance de questions d'actualité au gouvernement. On vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.